aujourd'hui, présentation du matériel pour une nouvelle config de streaming et de gaming pour l'année 2019. Alors on va commencer par tout ce qui est système principal de water cooling, en commençant par les water blocks. Donc qu'est-ce que c'est que le water block? C'est le système de dissipation de vos différentes périphériques, cartes mères principalement, CPU et surtout carte graphique. Là on a donc un water block de chez EKWB pour une RTX 2080 Ti en nickel plexi. Alors nickel plexi, nickel pour que ce soit pas noir mat, mais je la voulais dans les tons gris. On va mettre ça là. Et plexi pour qu'on puisse voir le liquide et faire un petit effet de lumière. On verra ça sur la fin. La machine risque d'être assez costaud quand même. Et ça devrait normalement envoyer sévère. Donc le but là des premières vidéos, ça va être de présenter le matériel. Ce sera un peu plus facile parce que en live ça va être un petit peu long peut-être. Donc on va essayer de voir ça. Qu'est-ce qu'on a avec? On a des pattes thermiques fournies par EKW. Je ne pense pas que je les utiliserai. À mon avis, je vais monter du Grizzly qui devrait arriver dans les jours qui arrivent. Un petit sachet avec tout ce qui est visserie, petit tube de pâte thermique aussi pour le GPU cette fois-ci. Les bouchons au niveau des radiateurs, parce qu'il va falloir fermer, hein, on va pas tout laisser ouvert. Et toute la palanquée de visserie en double pour le coup, puisqu'on aura déjà toutes ces vis là sur la carte graphique en elle-même. Et donc le petit bébé que voilà. Donc voilà le système de refroidissement, le water block de la carte graphique. On va ouvrir ça. Voilà, toujours un petit peu délicat chez le KW. Hop. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble sans les reflets du plastique. Donc voilà, alors ça, ce sont les alimentations électriques pour le RGB qui sera synchronisé avec le système Aurasync de chez Asus, de chez Asus. Voilà, tested. Ça, important que ce soit pas abîmé. Le petit tested qu'on voit là, petit autocollant. Les pads en eux-mêmes, donc ici, on aura le GPU en lui-même, les différentes RAM et étages d'alimentation qu'on verra un peu plus tard sur la carte graphique, quand on déploiera le matériel physique. Les entrées-sorties des deux côtés, c'est pour ça qu'on a deux bouchons pour boucher. Donc généralement, elles devraient être, que je dise pas de bêtises, dans ce sens-là au niveau du boîtier. Je vais vous la mettre comme ça. Donc on va rentrer ici avec de l'eau qui sera déjà un petit peu chaude par le CPU. Et ressortir ici pour aller vers le système de refroidissement qu'on verra ultérieurement. Donc on va fermer celle-là et on va fermer celle-là. Ça tombe bien, il y a deux bouchons qui sont fournis avec. Donc c'est plutôt cool. C'est un beau bébé. Ça pèse son poids. C'est pas les moins chers au KW, mais au niveau de la qualité des finitions, des rebords, au niveau du plexi par exemple, c'est biaisé, c'est vraiment très propre. La partie qui sera en contact avec le CPU, pareil, elle est vraiment très très propre. Là ça va être pour le pont SLI. Les deux alimentations, laissez un petit peu de place ici, vous voyez, c'est vraiment c'est travaillé, c'est courbé, c'est vraiment très très propre. Les vis de fixation qu'on verra un peu partout. Donc vu que c'est une RTX, c'est une Zotac, celle qui a été prise pour la config, une Zotac AMP qui est basée sur le design de référence de Nvidia, donc on n'aura aucun problème pour l'installer. De toute façon, EKW met à disposition via leur site web un système de référencement. Vous rentrez le type de matériel que vous avez et ils vous disent exactement quel type de water block est-ce que vous pouvez utiliser pour que ça aille de manière optimale sur le matériel que vous achetez. Le matériel que vous avez acheté, pardon. Enfin, remarque, vous pouvez même le faire en avance. Hein. Je vous avouerai que j'ai été d'abord me renseigner quel GPU avait un water block défini chez eux.
avant d'acheter la carte graphique pour être sûr de pouvoir la watercooler comme je voulais. J'ai aussi pris ce petit accessoire chez EKW parce que j'en avais un avant mais je ne retrouvais plus, donc c'est pas non plus la mort, hein, sincèrement c'est pas ça qui coûte le plus cher. Mais voilà, un pontage sur l'alimentation ATX qui va vous permettre de démarrer l'alimentation sans envoyer du jus dans la carte mère, le processeur, la RAM, etc. Extrêmement pratique pour pouvoir tester votre water cooling, vérifier les états de fuite et tout, mais tout ça on le verra dans un petit peu plus longtemps, je pense d'ici 3 bonnes semaines à mon avis. On devra en être au test si ça prend pas trop de temps. On va voir ça. Donc ça c'est pour le waterblock de la carte graphique. Qu'est-ce qu'on a d'autre en termes de waterblock? Pour la carte graphique, on a la backplane. Et là, on est sur toute autre chose que ce qu'on avait l'habitude de voir avec Nvidia en eux-mêmes. Parce que la backline de Nvidia sur leur modèle RTX, c'est un petit peu une catastrophe. J'ai pas encore regardé sur la Zotac qu'est-ce qu'ils avaient mis. Donc là aussi, série de vis. Vraiment, vous aurez tout ce qu'il faut pour les monter, vis, écrou, petit joint au milieu. Je sais pas si on va pouvoir voir exactement toutes les pièces. Et à l'intérieur, une backline. Oh bah, donc bien emballé. Une backline en nickel, plus que bien emballé, dis donc, on dirait presque un faire-part de mariage, leur truc. Voilà, on va ouvrir tout ça, on va regarder à quoi ça ressemble. Ah, pas de thermique. Encore un pas de thermique. Alors, il va falloir que je calcule combien est-ce qu'il faut que j'en commande. J'ai préféré d'abord en fait recevoir le système de refroidissement, les waterblocks et tout, avant de... voilà, les enfants pourront faire des jolis dessins. Avant de commander la pâte thermique. Un beau miroir. Franchement, c'est vraiment très propre. Donc là aussi, on voit les... Alors, je sais pas si vous voyez bien les différents points de fixation de la backline. Alors, c'est vraiment propre. Avec le petit sigle de EKW dans l'angle. Non, vraiment, ils sont pas fichus de la tronche. C'est bien rigide. Ça appuiera pas. Bon, ça laisse des traces de doigts, c'est sûr. Il va falloir la nettoyer une fois qu'elle sera montée. Merci les empreintes digitales. Donc voilà. Donc là, celui-là, il est assez épais, celui-là, comparé à ceux de la carte graphique. On va regarder. On va ressortir vite fait la carte graphique pour voir la différence d'épaisseur des différents pads thermiques. Et je dis bien pads thermiques et non pas pâte thermique. Les différents pads thermiques qui sont présentés avec le matériel. Non, ceux-là aussi, ils ont l'air d'être assez épais en fait. Ah non! Ah non! Ceux pour la RAM sont beaucoup plus fins. Ouais, ceux pour la RAM sont beaucoup plus fins. Et ceux-là, c'est des modèles qui sont plus épais. Ouais. Donc ça va être pour les étages d'alimentation, ceux qui sont épais et ceux qui sont fins pour la RAM. Pas de documentation pour le montage avec le waterblock du GPU. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. On fera un petit mail avec AW. Bon, de toute façon, ils ont tout ce qu'il faut sur leur site web. Je ne m'inquiète pas plus que ça. Bon, c'est pas la première que je vois waterproof non plus, donc ça devrait passer crème. On va regarder sur les informations à dos de la boîte. Ah bah ouais, bah voilà, scan to use pour choper le manuel. En effet, ça va être sur le smartphone en direct. Ça va être beaucoup plus simple, surtout qu'on n'est pas à côté du PC. Donc ça, c'est pour le waterblock. Oh, on va pas te faire tomber toi. Waterblock
du GPU. Un beau bébé, hein, 20, ouais, dans les pas loin de 30 cm quand même. Pour l'instant, on va laisser les pattes thermiques avec chaque pièce. Parce que je suis pas sûr d'en trouver de toutes les tailles, donc peut-être que j'en utiliserai certains de chez eux. Qui doivent pas être si mauvais que ça, hein. Sinon je pense qu'ils les utiliseraient pas. Mais je sais que Grizzly est reconnu par tout le monde. Tous ceux qui font un peu de montage hardware, c'est la marque tendance, on va dire, en ce moment. Qui fournit vraiment des pads et des pads thermiques pour le refroidissement assez insane. Après on parle de quelques degrés, hein, mais quand on est sur ce type d'utilisation là, c'est quelques degrés à faire. Bon, bien sûr ça a été rentré par les machines ce truc là. Donc ça va être plus compliqué à remettre dans la boîte qu'à sortir. Voilà, c'est bon. Ça roule. Et le petit sachet de vis qui va rester avec donc la backline. Hop, 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 voilà. C'est propre. Donc ça c'est pour la partie GPU. Pour la partie CPU, on a la même chose. Un monobloc au niveau du waterblock qui va watercooler le CPU et ce qu'il y a aux alentours. Alors là, petite fiche technique fournie. Il n'y a pas de télécharger, non, il n'y a pas de télécharger le manuel. Le manuel il est fourni directement avec. Voilà à quoi ça va ressembler. Les différents espaces de montage. On vous dit bien de mettre les pattes thermiques de 1 mm d'épaisseur sur chaque MOVSET. Donc à chaque fois il vous explique bien où est-ce qu'il faut les mettre, comment le placer, comment mettre la blackline, comment connecter l'alimentation du RGB. Donc on a la fameuse backline qui est plutôt simpliste, sincèrement c'est pas ce qu'il y a de plus beau à voir. Voilà, on ouvrira plus tard, mais j'ai l'impression que ouais, c'est un film de protection. Ça va être pour le côté design arrière. Encore une fois, deux bandes de pads thermiques. Ici, 6 LED RGB avec leur connecteur. Un petit sac avec encore une fois un petit peu de pâte thermique cette fois-ci. Sous forme liquide ou de gel, hein, ça dépend, c'est plus ou moins vaseux on va dire. Généralement c'est vraiment plus comme du dentifrice, hein, c'est assez pâteux quand même. Et le fameux waterblock qui lui va prendre toute la partie alimentation et CPU, hein. Ça devrait vraiment, enfin c'est pas ça devrait, ça va tout refroidir. Donc remove before use, on va le laisser, hein. C'est là où il y aura le CPU. Exactement. Les points de fixation au niveau de la carte mère, les points de fixation au niveau des MOVSET, l'alimentation pour... alors je vous ai dit Oracing parce que je vais partir sur une carte mère Asus, mais ça prend beaucoup de choses. Donc elle aussi, elle devrait s'allumer. Crosshair. Et oui, ROG Certified. Voilà. Je m'attendais à un peu plus de travail sur le waterblock. En fait, la partie CPU est très travaillée à l'intérieur. La partie alimentation de reste, ça va être surtout par le fait que toute la plaque va chauffer. Vous voyez, le liquide de refroidissement ne vient pas sur cette partie-là, en fait. Le liquide va s'arrêter ici. Il va venir dans cette partie-là avec le joint torique qui est tout autour. Donc c'est vraiment la dissipation de la chaleur dans le métal qui va être refroidi. Mais vous inquiétez pas, on aura du gain, ça c'est sûr. Hop, on va le remettre joliment comme il était. Donc là, on a le cœur du refroidissement de la machine, CPU et GPU. Sachant que la backline du GPU, cette belle plaque miroir là, n'est pas du tout obligatoire. Si vous voulez économiser les 40 ou 50 euros de son coût, vous pouvez y aller. Mais au niveau esthétique, quand on a une machine ouverte
ou tout du moins avec une vue directe sur le matériel, ça apporte quand même, c'est quand même plus joli de voir ça que de voir simplement les connecteurs et l'électronique du GPU à l'arrière. Et au niveau dissipation, comme vous avez vu, c'est quand même une belle plaque bien épaisse, ça va jouer. Alors je crois que ceux qui ont fait quelques tests estimaient qu'on gagnait 10%, ça me paraît un peu beaucoup personnellement, mais bon, j'ai pas fait de relevé. La dernière carte que j'ai, ma dernière VGA en GPU que j'ai watercoolé était automatiquement fournie avec la backline, donc je n'avais pas la possibilité de le faire sans, donc j'ai pas pu faire de mesure. Donc ça c'est pour le cœur du système de refroidissement. Voilà, ces trois petites bottes là. Donc sachant que ça c'est additionnel et non obligatoire pour que ça fonctionne, mais ça reste un plus non négligeable. Et donc voilà les deux waterblocks qui font déjà une bonne partie du tarif du système de watercooling. À côté de ça, tout watercooling n'est rien sans rien. Il y a tout ce qui est embout. Donc je vais partir sur du Munson. J'ai pris des embouts EV2 pour faire ce montage là. Un petit peu difficile, dis donc, jeune homme, à vous ouvrir. Donc, voilà, on va y arriver. Donc j'ai pris du Munson, tout simplement parce que j'aimais vraiment bien le design de leur connecteur. Je vais montrer ça. Donc ça c'est la partie, il va falloir faire un petit peu attention. J'ai pas envie de tous les mélanger, même s'il y a des codes couleurs. Donc en fait c'est différents joints de différentes tailles suivant le type de tube et de connecteur que vous utilisez. Hop, voilà, on va en sortir un ou deux. Et donc voilà le type de connecteur qu'on va avoir en sortie de waterblock, de la pompe, etc. On dévisse, on monte cette partie là sur le waterblock. Donc typiquement dans les trous qu'on avait vus tout à l'heure qui sont sur la partie haute, on va le monter comme ça. Cette partie là on va la faire glisser dans le tube, et puis un petit joint torique au bout de la couleur qu'il faut par rapport au tube qu'on va utiliser, et puis ensuite on va venir le visser tout doucement, tout calmement dessus jusqu'à temps qu'il vienne prendre pression avec le joint torique et coincer le tube. Il y a aussi une clé, et ici la petite clé de vissage, parce que vous avez vu que les embouts sont rainurés. Alors je sais pas si on voit bien le côté rainuré des embouts, à 4 rainures, donc voilà, qui va nous permettre de visser l'embout sans abîmer. Et la même chose sur le manchon qui va se connecter au niveau des différents appareils, le waterblock, la pompe, etc. Il est aussi rainuré, donc l'outil est un outil spécifique. Bon, maintenant il n'y a rien de bien méchant, mais le fait est qu'il a quand même la forme qui va bien et l'écart qui va bien pour rentrer dedans sans rien abîmer. Je vais essayer de vous le montrer. Enfin, je vais pas essayer, je vais vous le montrer. Hop. Donc voilà, donc en fait on voit bien qu'il est légèrement crocheté justement pour pouvoir venir attraper le hop là, autour du tube. Et on va venir autour du tube et on va pouvoir donc hop, comme ça, en laissant le tube passer, venir serrer les différentes pièces. Voilà, je connaissais pas cette marque là, c'est en faisant mes recherches sur qu'est-ce que j'allais faire. Donc ça, ben voilà, tous les joints toriques pour tous les types de tailles. C'est en faisant les recherches sur ce que j'allais prendre comme type de watercooling. Je me suis dit, allez, ceux-là ils sont vraiment pas mal. 2 boîtes de 6 donc. C'est pour ouvrir l'autre, mais c'est les mêmes. Donc 2 boîtes de 6 pour ça comme ça, pour les embouts. Ensuite, on a le côté superflu, un waterflow, qui lui va nous permettre de savoir si le liquide est en mouvement ou pas. Donc le but n'est pas
n'est pas de savoir à quelle vitesse est-ce qu'il va, est-ce que l'information remontée est juste ou pas. Il va nous permettre d'avoir un retour visuel immédiat pour savoir est-ce que ça bouge ou pas. Et aussi à l'arrière du boîtier de faire un T ou une rallonge facile entre les tubes. C'est pas du tout dit que je l'utilise et que je l'installe, mais je préférais l'avoir au cas où, parce que c'est le genre de petites choses pas vraiment galère à commander, mais sincèrement se payer X euros de frais de port juste parce que on voudrait se faciliter la tâche au niveau du montage ou parce qu'on voudrait avoir un retour visuel quelque part, voilà. De toute façon, s'il est quelque part, il sera à l'arrière. Et on verra si on le connecte à la carte mère qui a aussi la possibilité de relever cette information-là. Et là, ça pourrait être pertinent, dans le sens où si la carte mère voit qu'il n'y a pas de flux de liquide, elle pourrait automatiquement se mettre en alarme. On a aussi la source de température, qui elle, par contre, va être remontée au niveau... ces informations vont être remontées au niveau de la carte mère, ça c'est sûr et certain, par contre. Bien emballé aussi, dis donc. Alors, hop, ah, c'est ici que ça se passe. Donc voilà, petite sonde de température. Le câble est... Ouais, non, c'est propre. Le câble est assez long, quand même. Rapidement, 2, 4, 6, ouais, une soixantaine de centimètres. De chez XSPC. Donc voilà. Et là, on va la monter après le radiateur, histoire de savoir... à combien l'eau est rafraîchie, à combien l'eau est refroidie avec le système de radiateur et de ventilateur. J'aurais pu en prendre deux pour connaître l'in et l'out, mais personnellement, à quelle température monte l'eau quand elle sort du CPU et du GPU, j'en vois pas trop l'intérêt et j'ai pas du tout envie d'alourdir le design du flux, ni non plus le design visuel. Ensuite, on a plein de petites choses, toujours concernant le water cooling. Donc là, c'est un fill port, c'est pour faire le remplissage. Ça se met sur l'extérieur du boîtier. Vous voyez, un petit peu comme un passe-cloison. On vient mettre juste cette partie-là au-dessus, ce qui va nous permettre de remplir extrêmement facilement la pompe. On démonte juste la petite partie qui est là et tout le reste reste fixe. Donc le petit fil port des familles que j'avais depuis un bon moment, que j'avais déjà pas utilisé dans mon ancienne config et que on va voir, on va certainement l'utiliser cette fois-ci. Des connecteurs plus simples, des EKW cette fois-ci pour du tuyau souple, une petite vanne. Donc ça aussi, après y avoir goûté sur mon dernier système de water cooling, j'ai décidé de repartir avec parce qu'au niveau de la maintenance du système, il n'y a quand même pas mieux, ça c'est clair. Alors celle-là, elle fonctionne dans quel sens? Voilà, dans ce sens-là. Donc là, on va vous le mettre comme ça. Là, c'est fermé. Et là, c'est ouvert. Donc voilà, ça va permettre de vidanger en fait tout simplement le système d'une manière très pratique. Donc ça va venir tout au bout du tube, comme vous voyez, le petit tube souple. Donc ce sera fixé avec des embouts de chaque côté. Et bien sûr on a un Y. Je sais pas si on le voit bien, le Y dans sa boîte, qui va nous permettre donc de splitter. Donc voilà, on va avoir l'embout qui va venir sur une sortie du Y, le petit tube, l'autre embout, comme ça, et l'autre embout, la valve. Et de l'autre côté de la valve, un tout petit bouchon, parce qu'on sait jamais quand même. Donc quand on voudra faire une petite vidange, hop, on enlève le bouchon de la valve, on ouvre la valve et le circuit se videra tout seul. Ça va être magique. Enfin, après, on va pas non plus l'utiliser tous les 4 matins, je vous le dis tout de suite. Mais ça devrait être assez magique. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour pour le système de water cooling. On verra un petit peu plus tard le matériel en soi, carte mère, carte graphique,
RAM, qu'est-ce qu'on va prendre de nouveau? Peut-être le SSD s'il arrive. J'ai pas encore trop d'idées si je change le SSD ou pas. Enfin, on va voir toute cette partie-là. On va aussi voir la partie pompe, radiateur, dissipateur, ventilateur, etc. dans une prochaine vidéo. Et puis, bien sûr, le gros du gros, le boîtier, qui lui aussi arrivera dans une troisième vidéo. Donc, normalement, j'ai prévu de vous faire 3 petites vidéos comme ça pour vous montrer un petit peu le matériel. Avant d'attaquer, début des festivités, notez bien la date, 14 janvier. Lundi 14 janvier. Si vous avez un peu de chance et que tout se passe bien, allez, on démarrera peut-être la semaine d'avant. Mais sinon, on va rester calé sur la date du 14 janvier, les amis. Lundi matin à 10 h, début du montage. Je ne sais pas encore trop par quoi est-ce qu'on va commencer. Venez poser vos questions, passez sur le Discord aussi si vous voulez plus d'informations techniques sur le matériel. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao ciao.